Merci à vous, merci à Emmanuel, et merci au programme qui est génial parce que participer au jury, c'est à la fois déchirant, un jury d'exigence, et beaucoup d'entre vous, mais c'est aussi c'est une manière pour tous les membres du jury de voir des jeunes futurs médecins absolument brillants. Et ça fait très plaisir parce qu'on est un peu dans le déclinisme, oh là là, qui va prendre la relève, c'était tellement mieux avant, puis vous êtes de ceux qui pouvaient inverser la tendance. On se disait avec Emmanuel que notre génome, maintenant accessible à tous sur des puces, des machins, enfin c'est devenu un marché, est forgé par une évolution millénaire, et que ce marché génère des questions, des technologies et des développements qui appellent à des nouvelles expertises et carrément des nouveaux métiers. Donc ça collait pas mal dans le séminaire de vous dire un peu ce que sont les choses, ou je pense que sont les choses, vues du point de vue d'un institut qui, comme vous l'a dit Emmanuel Didier, est un institut qui se veut de recherche dans le contexte du soin. C'est-à-dire que il y a de la science fondamentale, mais le sens qu'elle a à imaginer, qu'il y a des laboratoires totalement libres qui font ce qu'ils veulent avec des directeurs de recherche, de l'INSERM, parfois du CNRS ou de l'université, qui mènent leur science et qui sont sélectionnés là-dessus et qui sont évalués là-dessus. C'était d'ailleurs aujourd'hui l'évaluation quinquennale de l'Institut pour ça. Très bien. Mais ils sont venus avec une certaine intention et nous espérons que cette intention les mène à certaines applications. Entre les deux, liberté totale, il n'y a pas d'autre façon de faire de la science. Si on n'est pas c'est une science intentionnelle. Non, c'est pas ça. Donc il y a une liberté totale, mais il faut un contexte qui permette d'intégrer cette science fondamentale à des projets cliniques. Peut-être certains de vous, j'espère un jour, verront l'Institut ou pourront y faire des stages, quel que soit le stage de l'étape de leur carrière, et j'espère que vous verrez cela. La génétique humaine, la génétique médicale, les définitions sont assez simples, c'est d'étudier, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, les ressemblances et les différences. Qu'est-ce qui forge les ressemblances et les différences ? Et notamment les ressemblances et les différences qui ont un potentiel d'hérédité. Donc ça commence tout simplement par dire, tiens, il a les yeux de son père. Ah bah oui, comment ça marche qu'il a les yeux de son père ? Et c'est pas aussi simple que les petits pois de Mendel. Et ça peut être des traits normaux, on est dans la génétique humaine, ça peut être des traits pathologiques, c'est une obésité morbide ou un achondroplase, on est dans la génétique médicale. Donc aujourd'hui, ce que dit Aravinda Chakravarty, qui est un très grand généticien de notre époque et qui manipule des données génomiques très denses et qui garde en même temps une intention, dit c'est le plus marquant dans la génétique, à mon avis, c'est la dissection de ces phénotypes complexes pour des raisons intellectuelles, comprendre comment ça marche, ces ressemblances et ces différences, mais aussi pour des raisons pratiques, notamment le diagnostic des maladies et les traitements. C'est exactement les prémices d'Imagine. On vit sur une idée, alors je parle pas de vous, mais je parle du grand public et aussi des patients que vous rencontrerez, et quel que soit d'ailleurs le niveau social ou intellectuel, sur une idée que cette génétique est simple, même parfois il y a des séminaires un peu complexes sur la génomique, mais au fond ça marche assez simplement, les jumeaux se ressemblent à l'identique, quand on a une mutation dans le génome, on a une maladie, et si on a cette maladie, c'est qu'on a cette mutation. Il y a un attribut particulier à la génétique qui mène à toutes les sciences sociales, et on parlait de l'Institut que tu vas développer sur les pratiques, c'est-à-dire que dans la perception du public, un test génétique, c'est une parole d'évangile ou de Bible ou de ce qu'on veut, ou c'est la pierre de Rosette, c'est très clair. Et puis, on vit une opportunité de temps, de temporalité et d'économie qui fait que ce qui était extraordinairement dur, on ne va pas le regretter, ce n'est pas des paroles de passéistes, mais ce qui était extrêmement dur et extrêmement coûteux, séquencer des bouts d'ADN, puis des gènes, puis l'exome, l'ensemble des séquences codantes, puis le génome, est devenu d'une facilité déconcertante et d'un prix ridicule. Le projet génome humain
93, Clinton, sauf erreur, 2003, donc 10 ans, c'est, je crois, 30 milliards de dollars. 30 milliards de dollars. Vous voyez le truc, pour le génome humain, c'est-à-dire en fait quelques lignées de cellules, et d'aboutir à un vague consensus de la moyenne. Aujourd'hui, un génome complet de n'importe qui d'entre nous, c'est 48 heures, bientôt 24, et 500 € et bientôt 350 €. Vous voyez les courbes qui se croisent, de la capacité de séquence qui se décuple, et de la, quand je dis se décuple, c'est même pas la courbe des transistors, c'est délirant, et la capacité, et l'effondrement du coût, et ces courbes se croisent, et il y a un jaillissement d'une science génomique, et c'est ça dont on parle, c'est qu'est-ce que ça génère comme question, et donc comme riposte, c'est-à-dire comme savoir-faire, et donc métier. Ça avait d'ailleurs été vendu par les grands organisateurs du projet Génome Humain en disant c'est le petit building de droite, là c'est dans... encore une fois, c'est pas ironique, c'est des très grands, des immenses scientifiques. Eric Green, c'est tout le Broad Institute à Boston. Francis Collins, c'était le NIH et le génie de l'organisation, c'était le Carnot de la génomique, qui disent voilà le building, on a le projet Génome Humain, c'est les fondations, on va passer à la biologie, à la santé et à la société. Ils n'ont absolument pas tort puisqu'on est là. On est exactement là, et ça nous permet la médecine personnalisée, que vous connaissez, c'est-à-dire il n'y a pas le cancer du côlon, il y a les cancers du côlon avec des marqueurs génomiques, pas d'instabilité, une instabilité, P53, pas P53, etc., des tas de trucs que je ne connais pas, mais que vous connaissez mieux que moi, et qui vont vous dire, on ne va pas le traiter de la même manière. Cet espoir est tout à fait réel, il n'est pas débattu d'une certaine manière, notamment en cancérologie, d'où l'exemple que je vous prends. Nous, on l'utilise dans les maladies constitutionnelles hématologiques, immunologiques, de la croissance, du développement, de la neuro. Force est quand même de constater que c'est rapide, c'est pas cher, c'est efficace. La diapo précédente que j'ai sautée allègrement, c'est la croissance des articles qui identifient des gènes dans des maladies génétiques plutôt mendéliennes. Vous voyez les courbes, elles suivent exactement cette même croissance. Donc il y a une relation de cause à effet entre la séquence de haut débit, la baisse du coût et l'augmentation des connaissances en génétique. Ce qu'on ne dit pas autant, c'est que ce n'est pas si simple que ça de gérer ce succès. C'est la gestion du succès, au fond. Donc c'est un grand succès de la génétique et de la génomique. C'est une gestion difficile et qui appelle à des compétences nouvelles, souvent des compétences transdisciplinaires, à des pensées nouvelles aussi, et à des dispositifs qui permettent d'aller depuis la création du génome, donc la technologie, à ce qui est beaucoup plus difficile, c'est son interprétation, ça ne vous a pas échappé, et aussi à la société en médecine, les malades, et la société en société, comment est-ce que cette génomique-là s'inscrit dans la société. Il y a eu quand même, dans ce projet, on a fait semblant d'omettre deux choses. La complexité de l'organisation du génome humain, qui n'est pas que la séquence, là aussi, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais sur la structure 3 dimensions, l'organisation structurelle de l'ADN, les marques chromatiniennes, les domaines d'expression et de régulation des gènes, et là aussi, très sous-estimé, la variabilité génomique. Alors, deux mots sur la structure. Il ne vous échappe pas non plus que ce n'est pas le nombre de gènes codant pour des protéines qui fait la complexité d'un organisme. On a 22 110 gènes au dernier comptage. La drosophile, on a 13 000. Le C. elegans, 18 000. Donc, et Arabidopsis, qui est une petite plante des prés, 25 000 gènes. Évidemment, ils sont dupliqués, c'est les mêmes. Enfin, quand même, ce n'est pas le nombre de gènes qui fait... Big n'est pas beautiful en matière de biologie, si ce n'est que la petite plante C. elegans porte bien le nom de élégant. On oublie évidemment que chaque gène va se décliner en plusieurs transcrits et qu'il y a beaucoup de gènes non codants. Et donc ça aussi, ça va décupler
les capacités et les estimations. Vous avez des estimations des années 40-50 des généticiens pour dire combien est-ce qu'il faut de gènes, une fois qu'on a eu le concept, un gène, une fonction, combien faut-il de gènes pour faire un bonhomme, c'était 100 000. Donc très loin du nombre réel de gènes codants pour des protéines. Par contre, on commence à s'en approcher si on dit 4 transcrits par gène et les gènes non codants, on commence à être plutôt dans l'ordre de grandeur de ces estimations-là. Ça veut dire que quand on regarde un génome et qu'on dit « ouais, je fais l'exome, j'ai tous les gènes codants pour des protéines », c'est le petit point rouge. C'est 2%, le génome c'est tout ce qui est en pointillé, enfin c'est le trait là-haut pointillé pour les séquences répétitives et les séquences copie unique, 2% du génome. Donc oui, vous avez fait un truc formidable, mais en réalité, vous avez regardé là où il y a de la lumière, là où il y a le code. Le code protéine, le code ADN protéine. C'est un petit peu court, jeune homme. Ce d'autant, et deux micro-vignettes des travaux de notre labo à Imagine, qu'il y a de la pathologie génétique dans les régions non codantes, c'est-à-dire dans les 37% qui sont conservés ou fonctionnels, présumés dans les séquences uniques, et même peut-être au-delà, dans les introns des gènes, dans les séquences régulatrices, voire même à grande distance des gènes. 2 micro-vignettes dans des anomalies de développement crânio-facial. On appelle ça la séquence de Pierre-Robin, peut-être vous en entendrez parler en clinique, c'est une anomalie de la mandibule avec une fente du palais. On regarde des familles qui ségrègent cette caractéristique, ce trait, et on tombe dans un désert génétique, pas de séquence codante. Et on a fini par aboutir, après moult années de recherche, parce que quelle est la grille de lecture là-dedans? On est dans des enhancers, des régulateurs génétiques qui agissent à distance sur un gène cible qui s'appelle SOX9. Et en gros, quand vous avez une mutation, quand ça marche, les 3 enhancers spécifiques de tissu vous donnent l'expression mandibule, os et, je crois, vous avez l'os à gauche, mandibule, et je crois que c'est génital. Et donc vous avez un syndrome. Si tout ça est altéré dans les séquences codantes, vous avez une anomalie osseuse, génitale et mandibulaire. Et puis si vous avez juste l'enhancer bleu, vous avez juste une anomalie génitale, une anomalie de celui-là, vous avez juste une anomalie osseuse, et là, à distance de 2 mégabases, je dis bien 2 mégabases de SOX9, vous avez une mutation de cet enhancer, vous avez une séquence de Pierre-Robin, c'est-à-dire l'anomalie crânio-faciale, la fente palatine. D'accord ? Je ne vais pas vous emmener dans ce sujet, c'est juste un exemple pour vous dire, ça vaut quand même le coup de regarder au-delà du codant. Une petite histoire. Donc la première, une des complexités très importantes aujourd'hui, c'est l'architecture génétique. On sort d'un séminaire de génétique il y a quelques semaines à Manchester et on va en fait faire une sorte de réplique à Paris en mars sur toutes les altérations de ce qu'on appelle les domaines génétiques, les domaines de régulation, où vous ne bousculez même pas la séquence d'un enhancer ou d'un gène codant, mais vous l'inversez par exemple, ou vous transposez une séquence, alors vous le faites expérimentalement chez l'animal, mais ça vient de patients qui ont une inversion. Alors vous dites inversion génétique, ça ne doit pas donner grand-chose, tout le matériel y est, tout est bon, pas du tout. De temps en temps, le plus souvent ça ne donne rien, de temps en temps ça vous donne une maladie épouvantable parce que le fait de basculer tête bêche une région génétique fait qu'elle passe sous le domaine d'exercice d'un autre archipel de régulation et que vous allez exprimer anormalement un gène dans un tissu où il ne faut pas l'exprimer et inversement le perdre dans le tissu où il faut l'exprimer. Donc ces histoires d'architecture génomique, parfois à ADN identique dans sa séquence et conservé, mais simplement transposé, transloqué, tout le répertoire des désordres génomiques est aujourd'hui une source d'une nouvelle pathologie moléculaire. Deuxième faux oubli, c'est c'est l'architecture et la variabilité. La variabilité a fait la première page, le titre de couverture de Science en 2010, je crois à peu près, en disant la découverte de l'année, c'est la variation du génome humain. Human Genetic Variation, c'est la découverte de l'année. Et on était en, je crois, 2010, je ne sais plus très bien, 2010. Donc ça veut dire qu'on met un certain temps, même dans un journal de toute première bourre, à
à crier haut et fort. Ils avaient raison, Green et Collins, mais la petite baraque pour la médecine personnalisée, c'est-à-dire je prends un variant et je peux me permettre une médecine de précision, faut bien viser le variant, quoi, parce qu'on est au milieu d'une espèce de masse de variations. C'était l'exposition de M. Langanet au Musée de l'Homme. L'affiche est plus vieille que le Science, hein, qui avait été très exact. Il décrivait ça, c'est tous parents, tous différents. C'est-à-dire que si vous dites j'ai 0,1% de différence de génome les uns les autres ici dans la salle, et c'est ça, hein, d'un côté, les gens disent on est des clones, quoi, 0,1% c'est des clones. Oui, mais ça porte sur un génome gigantesque, 3 milliards. Donc 0,1%, ça fait 3 millions de variations par génome haploïde. Ah, là, on commence à se dire, oulala, comment trouver son chemin là-dedans? Donc l'idée de la génétique du début des années 90-2000, c'est il y a la lésion, je vais la trouver facile. Et là, la réalité, c'est ça. Elle est noyée dans des variations génomiques, certaines communes, certes, on les connaît, des polymorphismes, etc., mais quand même, la lecture de cette génomique variable est extrêmement difficile. Pardon, je vais pas assez vite. D'où vient-elle? Ça, c'est tout simplement du fait qu'on est en explosion démographique depuis 2 siècles. On part de 1 milliard d'humains en 1800, si je peux dire bien, et qu'on est maintenant près de 9 milliards, et qu'à chaque fois qu'on produit un enfant, si je puis dire, s'accumulent, non pas 1 ou 2 différences de recopiage génétique, mais plutôt 70 ou 80. Et donc on a enrichi en variabilité de manière absolument drastique les populations humaines sur une période très très courte. Ce qui fait que quand vous séquencez, regardez surtout peut-être la partie droite, quand vous séquencez un génome complet, vous avez en pratique 20 000 variants par exome. Je ne parle que des séquences codant pour les protéines. 10 000 de ces séquences, de ces variations, ne sont pas des polymorphismes, donc vous écartez la moitié qui sont des variants plutôt communs, fréquents, banals, qu'on a repérés assez vite, mais on reste avec des variants qui sont rares, qui sont souvent de signification inconnue, et ce filtre-là, cette espèce d'entonnoir filtrant, est déjà un des nouveaux métiers dont je voulais vous parler, qui est la bioinformatique. C'est que le généticien qui produit de la séquence ne fait plus grand-chose par rapport à celui qui va s'emparer des données et essayer de commencer à trier, à faire le tri, à faire ce filtre-là. Dans les filtres principaux qu'on utilise en génétique, il ne faut pas oublier la famille. La famille dans les deux sens, c'est-à-dire la famille des 2 parents qui ont un enfant atteint d'une maladie, et on va essayer de montrer une variation qui n'est pas héritée, qui est survenue de novo. Et puis les familles, c'est-à-dire les familles qui reproduisent un phénotype semblable et qu'on va croiser transversalement pour dire quel est le plus grand dénominateur commun parmi les variants que les enfants verts, rouges et bleus vont porter pour essayer d'expliquer un phénotype. Cette mécanique-là nous ramène aux études de génétique classique, d'association, d'association pour celle-là, de liaison pour l'autre, c'est-à-dire qu'est-ce qui est hérité, qui n'est pas hérité. Vous pouvez m'arrêter, ça m'aiderait parce que je peux respirer comme ça. N'hésitez pas, hein. Tout ça, vous connaissez tout ça, je l'imagine, vous avez vos cours de P2, de D1, mais si vous voulez qu'on s'arrête, on s'arrête. Hein. Donc, on en arrive à la tension dans le diagnostic génétique, c'est de dire, on va les classer, ces variants, ces 200, 300 variants relativement rares, privés, familiaux, et qui peuvent être, le mot anglais damaging, qui peuvent vraiment altérer la fonction génomique, avec une grille de lecture. Le 1, c'est très simple, le 1, on est sûr qu'ils sont bénins, pour toutes sortes de raisons, et c'est bénin. Le 5, c'est je suis sûr que c'est pathogène. Le 2, c'est très vraisemblablement bénin, mais c'est la première fois que je le rencontre. Donc je fais l'hypothèse, mais j'ai un très bon argument. Le 4, c'est vraisemblablement pathogène, mais c'est la première fois que je le rencontre. Je le pense vraiment, j'ai de bons arguments, il est rare, par exemple, il est de novo, il est rare, il perturbe la protéine avec tel ou tel logiciel, tel ou tel algorithme.
Très bien. Et évidemment, le 3, c'est les 4 mots terribles de la médecine, je ne sais pas. Alors ça s'appelle variant, on a toujours des trucs pour je ne sais pas, c'est variant of unknown significance, les VOUS, V-O-U-S, et ça veut dire qu'ils ont vocation à un jour être reclassés, déclassés en bénin ou malheureusement surclassés en pathogènes. Alors ça, ce petit truc-là, c'est aujourd'hui la préoccupation principale de la génétique médicale. C'est-à-dire que, je vous le répète pour la 3e fois, produire de la séquence, c'est devenu assez facile. L'interpréter, donc l'annotation, c'est le mot qu'on utilise, annoter les séquences, c'est-à-dire interpréter, traduire et donner un sens, c'est très difficile. Ce n'est pas une vue de l'esprit, je vous fais 2-3 petites vignettes de rien du tout clinique. Un petit garçon réel qui s'appelle Louis d'ailleurs, et qu'on a étudié au fil des ans pour un syndrome de retard intellectuel, de troubles du neurodéveloppement, avec un peu d'ataxie, de troubles plutôt cérébelleux, et maintenant, on le sait, quelques troubles du comportement. Donc on est dans la neuro, avec quelques éléments dysmorphiques aussi, visibles cliniquement, pas de diagnostic, et on a commencé par faire chez un panel de gènes, c'est-à-dire, c'est même pas un exome, c'est un extrait de gènes candidats. On dit peut-être dans ce cadre-là, on va faire ces 400, 500 gènes que l'on connaît pour donner ces symptômes. Donc on est dans un rapprochement clinique qui est assez classique. On a un enfant, des symptômes, une idée diagnostique, et on ouvre un petit parapluie de quelques centaines de gènes. On en trouve un d'entre eux qui est intéressant parce qu'il a 2 variants, donc on serait dans un modèle autosomique récessif, un variant paternel, un variant paternel, tous les 2 classe 3, on ne sait pas on n'est pas sûr, mais enfin, ce gène, SIGN1, il a été décrit dans des syndromes d'ataxie. C'est peut-être ça, dans une forme clinique différente. Vous voyez la difficulté d'affirmer les choses. Et là, c'est récessif autosomique, c'est-à-dire que si la maman revient, vous connaissez les symboles de pédigré, avec une grossesse, vous dites c'est un risque de 25% que ça recommence. D'accord ? Et puis, 2 ans plus tard, la grossesse est virtuelle. Là. Il n'y a pas eu de grossesse, parce que on était 2-3 ans plus tard, on fait un nouveau panel, on enrichit. En fait, je crois que c'était un exome. Et on arrive avec un gène, non, je ne sais plus, un gène qui s'appelle ROC1. C'est des vrais gènes, hein, c'est pas juste pour rire. ROC1, et là, de novo, un variant de signification incertaine, non porté par le père, non porté par la mère. Donc survenu de novo, mutation nouvelle. Merci beaucoup, c'est gentil. Et évidemment, ça prend du corps, parce qu'on se dit, tiens, c'est arrivé en même temps que des symptômes. Cela dit, on ne connaît rien de la fonction de ce gène, donc on n'en sait pas beaucoup plus. VSI, c'est le français, c'est variant de signification inconnue. Hein. C'est le classe 3 en français. Et puis, plus récemment, exome et génome en 2022, donc vous voyez 4 ans. Hein. Vous savez, la moyenne de l'errance diagnostique pour des enfants dans cette catégorie-là, hein, troubles neurodéveloppement, déficience intellectuelle, syndrome malformatif, c'est-à-dire le moment entre lequel on dit, tiens, il y a peut-être quelque chose, et on trouve aujourd'hui, vous savez à peu près combien le délai ? C'est ça, c'est 4 ans. C'était pas fait pour, mais c'est malheureusement, il était dans la moyenne, le pauvre Louis. Alors ça réduit beaucoup avec toutes sortes de dispositifs, et notamment la séquence à très haut débit, qui est très puissante, mais on est quand même une fois qu'on a ces résultats, c'est difficile. Génome complet ou exome, je ne sais plus très bien, et là, on a trouvé le vrai coupable, et il est sur le chromosome X. Donc vous avez une maman qui est conductrice, SNV, Single Nucleotide Variation, elle a 2 allèles, un allèle normal plus conductrice, et c'est une maladie liée à l'X. Donc là, on était dans un conseil génétique, 25% de risque, quel que soit le sexe de l'enfant. Là, on était dans un conseil génétique, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas grand risque que ça recommence. Là, on est dans un conseil génétique complètement différent de maladies d'hérédité liée à l'X, 25% pour les enfants, mais 50% si c'était un garçon qui est attendu. Vous voyez le changement de braquet, hein, ça n'a rien à voir. Donc c'est une petite vignette bien réelle pour vous dire, c'est très difficile, c'est très très difficile.
La deuxième est une étude qui a été faite aux États-Unis dans un domaine complètement différent. On est dans le cancer et c'est les variants de signification inconnus, les classe 3, de BRCA1, BRCA2. Il y a une grosse clinique à Curie, une clinique au sens un hôpital, mais une clinique, c'est-à-dire un recrutement de patientes qui ont des cancers du sein d'origine génétique. C'est les deux grands coupables. Ce n'est pas les seuls, mais c'est les deux grands coupables. Il se trouve que c'est des gènes immenses. Vous voyez des domaines de, je ne sais plus quoi, des centaines de kilobases, des dizaines d'exons, et que, donc, beaucoup de variants, mécaniquement, beaucoup de variants. Et c'est une étude qui a été faite aux États-Unis, peu importe le petit graphique, et qui dit en gros qu'aux États-Unis, lorsque, c'était en 2017 je crois, oui c'est ça, lorsqu'une femme est porteuse d'un variant de signification inconnu de BRCA1 ou BRCA2, la moitié d'entre elles sont conduites à, le verbe est important, ou bénéficient, ou on leur a proposé, ou acceptent une mastectomie bilatérale. Donc vous voyez ce que ça veut dire que d'avoir tout d'un coup un résultat génétique, genre comme ça, allez hop, variant de signification inconnue BRCA1, allez hop, je vous coupe les seins. Bon, le petit Louis, bon, il ne va pas changer, peut-être on risque de passer à côté d'un traitement, d'un conseil génétique, c'est déjà très très lourd. Là, la sanction, comme parfois on dit en médecine, la sanction est redoutable. Peut-être pour dire dans quelques mois, non, finalement, c'était un variant qui était un classe 2. Vous voyez le truc. Donc, alors peut-être sera réglé ça par le droit aux États-Unis, c'est le common law, c'est la jurisprudence, quelqu'un qui va attaquer un jour un hôpital pour dire il y a une mastectomie inappropriée parce que, en fait, c'est un variant bénin. Mais ça peut résoudre des problèmes juridiques et de dédommagement et de pratique aussi peut-être. Mais la bonne manière est aussi de s'interroger sur ce que l'on doit et peut dire face à ce type de situation qui passe en fait par la meilleure caractérisation des variants. Je termine cette partie-là sur un des hommes qui a vraiment porté la séquence du génome dans la pratique clinique au Texas, qui s'appelle Jim Lupski. Il autorise, il en parle lui-même dans les séminaires, donc on peut raconter son histoire, parce que c'est sa propre histoire. C'est une troisième vignette pour dire la difficulté des choses. Jim, donc ce n'est pas un secret, a lui-même une maladie génétique, une maladie Charcot-Marie, qui est une neuropathie. On est encore dans un autre domaine, une maladie neurodégénérative des nerfs longs moteurs. Donc c'est un homme qui a, moi je l'ai vu au fil des années dans les congrès, etc., qui marche mal et qui est maintenant en chaise roulante. Non, enfin c'est des béquilles, il traîne ses pieds comme ça parce qu'il ne relève plus les pieds. La maladie de Charcot-Marie, très bien. Il y a quelques gènes candidats, il y a un panel, il l'a fait dans son labo, on ne trouve rien. Et au début du génome humain, en tant que directeur de laboratoire, généticien de très haut rang, il commençait à implémenter dans le labo, il dit je vais faire mon test à moi. Il le raconte, donc c'est un peu à l'américaine, je fais mon génome à moi, enfin c'est bon, peu importe, et c'est un type brillantissime, et donc il fait un génome complet de M. Lupski, lui-même investigateur de lui-même. Et il trouve la mutation d'un gène de maladie de Charcot-Marie, et en fait, la petite histoire, c'est qu'ils étaient passés à côté. Il le raconte très bien. Donc, en plus, c'était dans les gènes connus, un gène de la myéline, qui fabrique une protéine de la myéline. Mais regarde le reste de son génome, il ne peut pas résister, Jimmy. Et il tombe sur un gène sur le chromosome X parmi la poignée de mutations sévères présumées donner quelque chose. Alors quand c'est récessif et que vous êtes hétérozygote pour une mutation sévère, ok, la belle affaire. Mais il tombe sur quelque chose qui est lié à l'X, il ne vous a pas échappé que c'est un garçon. Donc ce gène, qui n'est pas marqué là, qui s'appelle ABC, est un gène d'une maladie liée au chromosome X, qui est une maladie épouvantable, qui s'appelle l'adrénoleucodystrophie, une autre maladie progressive, adréno qui touche les surrénales, leucodystrophie, la substance blanche, et qui est une maladie dégénérative, neuro et endocrino. Il n'a rien de tout ça, absolument rien. Or, c'est une mutation stop dans le gène de l'adrénoleucodystrophie qui est connu pour être unique et sur le chromosome. Il devrait être
malade ou mort. Donc il est survivant d'une anomalie génétique qui est réelle, qui est incontestable, qui est dans son génome, et par un mécanisme inconnu, fort heureux, il n'a rien de cette maladie, mais absolument rien. Alors il y a des tas de projets qui se sont montés sur les survivors, que nous sommes un peu tous. On va séquencer les gens à tour de bras, et on essaie de trouver des personnes qui devraient avoir une maladie génétique, dominante ou récessive ILX pour les garçons, et qui n'ont pas. Et c'est très intéressant, parce que c'est comment on a échappé à la génétique par quelque chose. Et ce quelque chose est passionnant, parce que c'est évidemment des portes d'entrée thérapeutiques. Si vous trouvez que le gène a été dupliqué, ou qu'il y a un ARN qui contredit ça, ou que je ne sais quel système de régulation, ou de saut d'exon qui fait que la mutation délétère est évacuée. Bref, il y a beaucoup d'hypothèses très passionnantes à connaître. Mais là, c'est quand même très frappant, et on était, je ne sais plus quoi, 2010-2015, et donc mystère. Mais dans le mystère, Jim a 3 filles. Et les filles, qu'est-ce qu'elles sont génétiquement par rapport au chromosome X de leur père? Vous êtes d'accord, elles sont conductrices, elles l'ont forcément reçu. Alors, si c'est pas le père, c'est pas le père. Enfin, a priori, ça peut. Il paraît que ça arrive. Hein, c'est moins fréquent qu'on le dit. Hein. En génétique, au labo, on dit toujours, vous savez, c'est à peu près 5% première grossesse, puis deuxième grossesse 8%, puis 12%. Oui, ça s'accentue avec le rang de naissance. Mais c'est très sérieux. Mais nous, on a fait plein de tests génétiques, on a trouvé beaucoup moins que ça. Ah ouais. C'est une théorie de notaire, ça. Sûrement, c'est sûrement ça. Vous enregistrez pas, monsieur, hein, il faut pas. Mais en tout cas, on a trouvé beaucoup moins que ça, ce qui est un peu rassurant pour ces messieurs. Mais en tout cas, bon, le Jim, il n'y a pas forcément de raison qu'il soit pas le papa. Mais les filles sont conductrices obligatoires, c'est ce qu'on dit en génétique, vous savez, en pratique, elles sont conductrices obligatoires. Et donc, qu'est-ce que vous allez dire à ces filles? Vous voyez, il a 60-70 ans aujourd'hui, donc il va avoir des filles de 30-35. Est-ce qu'on leur dit qu'elles portent un gène muté d'une maladie liée à l'X, qu'elles sont conductrices d'une maladie épouvantable liée à l'X, oui, mais que leur père n'a pas, donc tout va bien. Ou alors, est-ce qu'on leur dit, écoutez, on ne sait pas trop, on est précautionneux, on fait quand même un diagnostic prénatal ou un pré-implantatoire pour que vous ayez un enfant qui n'a pas cette mutation, parce qu'on ne sait pas, chez votre père, tant mieux, ça ne lui a rien donné, mais vous, votre enfant, on n'est pas sûr que le mécanisme de compensation sera le même. Vous voyez l'abîme où ça nous met dans le conseil génétique. C'est plutôt une bonne nouvelle, il a survécu ou échappé à une horreur, mais en réalité, on ne sait pas si ce sera la même chose pour ses petits-enfants, petits garçons. L'histoire ne dit pas la suite. Bien, donc pour le génome, avant j'étais dans l'interprétation du génome, mais je me suis mis mal à Myrma parce que c'était extrêmement difficile. Et deuxième leçon de Jim, il n'y a pas de génome normal, là aussi vous ne découvrez pas les choses, il n'y a pas de génome en bonne santé, il y a un génome humain extraordinairement variable, extraordinairement différent les uns des autres et d'interprétation redoutablement difficile. J'en arrive au nouveau métier pour terminer, pour commencer à discuter avec vous. Le plan France Médecine Génomique, qui a été conçu par le directeur de l'INSERM à ce moment-là, c'est-à-dire Yves Lévy, c'est un plan de soins. C'est un plan d'utilisation de la génétique en contexte de soins. Donc, tout à fait naturellement, il a été confié au directeur de l'INSERM, l'Institut de la Recherche. Et c'est un plan de soins. Cela dit, Yves a fait un plan remarquable, vraiment, et qui est en train de s'implémenter en France de manière vraiment excellente et qui nous fait rattraper un grand retard dans ce domaine. La France a été un très bon leader de la génétique, la génomique des années 90. Souvenez-vous, le CEF de Jean Dosset, qui existe toujours, Jean Wessenbach, au Généton, l'action de l'AFM, les contigs, les variations génétiques, les marqueurs génétiques, etc. Puis le centre de génomique français à Évry a été très très puissant en capacité de séquence. Dans la compétition génome humain, la France a séquencé un chromosome, le 14. Donc on était dans le peloton des nations qui, avec les États-Unis en grande tête, suivis de près par
l'Angleterre et les îles britanniques et l'Allemagne-Japon, qui comptaient en matière de génomique. Il y a eu un décrochage. Il y a eu un décrochage notamment du point de vue de la clinique et du diagnostic. Ce centre de génomique a été orienté peut-être scientifiquement de manière raisonnable, mais médicalement, ça l'a décroché de la génétique médicale vers des sujets qui étaient les maladies polygéniques, le métagénome, des choses qui étaient beaucoup moins les espèces, des trucs, encore une fois, je ne suis pas satirique, hein, des trucs passionnants, mais qui ont un peu décroché de la génétique médicale. D'où ce plan France Médecine Génomique créé en 2018, avec une vision 2025 qui n'est pas très lointaine, et qui commence vraiment à mettre en œuvre des outils absolument excellents, notamment des plateformes qui séquencent à tour de bras. Il y en a une qui n'est pas très loin, l'ex-hôpital Brousset, et qui, la carte là-haut, c'est le gros point qui va fournir des séquences en contexte diagnostique pour des personnes prescrites dans tout le nord-ouest de la France, y compris l'Île-de-France. Donc ça, c'est assez remarquable. Et donc, on arrive à dire ce qu'on voulait faire, des tests ciblés, les panels dont je vous ai parlé, les exomes, tout ça est en train de se simplifier du point de vue de la méthodologie, et on comprend la robotisation, le système qui dit on va faire des grandes plateformes qui vont faire du génome. On peut le faire à 330 balles, pourquoi s'en priver? Donc le raisonnement économique de ce plan est très bon. L'organisation de ces, j'aime pas trop parler de plateformes, mais plutôt des laboratoires à vocation collective, était vraiment excellente, et il y a d'ailleurs une grande satisfaction de tous ceux qui pratiquent en génétique à ce sujet. On est encore plus confronté à l'interprétation, puisque maintenant vous pouvez envoyer, vous voyez un patient, je vous parle vraiment d'expérience quotidienne, on voit des patients, on fait un stade d'inclusion, quelques mois plus tard, ce qui est délirant, quelques mois plus tard, on a le génome complet, papa, maman, l'enfant, moi je suis plutôt exerce un écart plutôt en pédiatrie, mais c'est vrai aussi pour le cancer, la tumeur contre la personne aussi, donc on a les résultats qui sont écrasants, le génome complet, en quelques mois, pour un système de santé qui peut le soutenir et qui va donc épargner beaucoup de coûts. C'est là aussi, hein, c'est un nouveau métier, c'est l'économie de cette santé génomique. Je vous ai cité des tas de métiers, là on va les revoir, mais au fur et à mesure, je n'oublie pas le fil conducteur. Donc ce plan est extraordinaire, mais on arrive au métier, il nous pose un peu les conditions de son succès, de dire qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche. La première condition, c'est de dire n'abandonnons pas la recherche. Je vous ai parlé tout simplement de l'annotation des variants. Donc on a besoin de ça, on a besoin de gens qui, technologiquement, intellectuellement, vont créer de la connaissance dès lors que l'on a la séquence du génome. C'est le premier prérequis. Le deuxième, vous l'avez entendu 10 fois, c'est la bioinformatique. Alors l'intelligence artificielle est à toutes les sauces, sur toutes les bouches, mais c'est vrai là, on commence à avoir, ce n'est pas des algorithmes créatifs ou génératifs, mais on a des algorithmes d'interprétation pour essayer de mieux classer les classes 3, en gros. C'est ce petit diagramme qui est un papier un peu récent, mais qui est très pédagogique, qui dit si le coût de la séquence baisse et si l'annotation des variants augmente, mais moins vite, ce que vous augmentez, c'est l'inconnu. C'est mécanique. Aujourd'hui, on est dans l'inconnu. L'écart d'interprétation entre ce qu'on produit et ce qu'on sait interpréter, c'est-à-dire transmettre en contexte clinique. Évidemment que ça va changer. Bien sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais on est sur toute une science, sur les bases de données. Il y a aussi l'idée de collectionner ces variations pour être puissant dans l'interprétation. Et puis, de l'apprentissage fédératif, des jumeaux numériques, toutes les méthodes, y compris les algorithmes d'intelligence artificielle, qui vont nous aider à interpréter. Encore une fois, la séquence est à 300 balles, l'interprétation, elle est peut-être à 30 000. La génétique statistique et quantitative, on en a parlé avec Madame Catherine Bourguin, qui est représentante de l'école française dans ce domaine, qui est très puissante. Mais là aussi, c'est des directions de carrière et de métiers revisitées. C'est ceux qui vont modéliser la génétique, parce que là j'ai mis la frontière dans les maladies mendéliennes, et je vous ai mis du récessif, du dominant, du LIALX, mais évidemment que la frontière ne s'arrête pas là. On va dans l'oligogénique, les modificateurs, ce qui va nous faire, en l'occurrence,
essayer de comprendre un défaut de pénétrance, puisqu'il s'agit bien de ça chez M. Lupski, il a une mutation d'un gène, il n'a pas les... C'est un défaut de pénétrance. Comment est-ce qu'on comprend les défauts de pénétrance ? Et là, on a affaire à des généticiens, des populations, de l'héritabilité, des scores de risque polygénique pour des maladies communes. Je vous ai parlé de noms d'oiseaux avec des maladies neurodéveloppementales et même certains cancers héréditaires ou la maladie de Charcot-Marie. Mais là, on parle de Alzheimer, cancer banal, phénotype psychiatrique, schizophrénie, dépression. Là, tout d'un coup, il n'y a pas une famille qui n'est pas touchée. Autisme, tout simplement, hein, 1% de la population. Donc, tout ça doit s'élaborer avec et grâce à des généticiens qui sont des matheux, en fait. Nouveaux métiers. Ce n'est pas nouveaux métiers, c'est métiers redécouverts, scientifiques. Et puis, la clinique. La clinique, la clinique, c'est pas un langage de mandarin qui dit il n'y a que la clinique qui vaille et passez-moi mon marteau à réflexe. C'est de dire on part quand même de personnes. Il y a des séminaires à l'école c'est bien sur les personnes. La personne en médecine, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que depuis quand même quelques années, et au moins qu'Angoulême, on ne soigne plus un individu, on soigne une personne, on essaie de s'occuper d'une personne. Comment est-ce que cette personne perçoit un prélèvement pour un test génétique, avec toutes les questions que vous pouvez imaginer sur le résultat qu'on attend, le délai, quelle est la valeur de ce résultat, est-ce qu'on peut regarder autre chose des fois, docteur, etc. Quelle est la signification pour ma famille, enfin, ce test à 300 balles, qui devient compétitif avec peut-être pas un ionogramme encore, ou une numération en formule sanguine, mais pas loin, a un potentiel, comment dirais-je, à véhicule une croyance sur le passé de la famille, sur le roman familial et sur le futur, est-ce que j'ai des enfants en bonne santé, etc., qui est d'une grande puissance. Donc cette clinique-là, elle est faite d'abord pour être utile, je terminerai par ces deux petits trucs, peut-être pas parce que j'avais la liste des métiers quand même, pour être utile, donc ce qui nous gouverne, on n'est pas forcément... c'est l'Institut Imagine, tout un réseau de génétique français et les généticiens médicaux européens, c'est à peu près ça. Ce qui nous gouverne, c'est l'utilité clinique. Si on perd ce cap, je ne dis pas qu'on fait mal, mais on fait autre chose. On fait une recherche, alors ça, on a tous les droits. C'est la recherche, mais il faut que ce soit annoncé. C'est pas du soin, c'est de la recherche. Cette frontière est très difficile avec la génomique, parce que votre résultat de soin est aussi un résultat de recherche. Le jour où vous allez réunir 15 Louis avec la mutation de SLITRK4 pour savoir quelle est vraiment l'histoire naturelle de la maladie, vous avez glissé du diagnostic à la recherche, juste dans cette phrase. Vous voyez, et pourtant, on a les données. Vous allez chercher chez Louis un modificateur qui va faire qu'il est plus grave ou moins grave que son petit camarade italien qui a la même mutation. Vous êtes dans la recherche et vous avez le même résultat. Donc ce résultat de génomique recèle un potentiel de recherche. Ce qui gouverne au départ une clinique comme celle qu'on essaie de faire, c'est l'utilité. Ça, c'est le cap intéressant. Et c'est ce qu'il faut annoncer aux gens, je crois, en leur disant, on cherche d'abord à vous être utile. Beaucoup des personnes qui, dans ces consultations, réagissent en disant, docteur, de toute manière, pour nous ou pour notre enfant, on a bien compris, c'est très intéressant, etc., on va se battre, on cherche, etc. Mais déjà, si on peut être utile aux autres, beaucoup de personnes le disent très gentiment, et je trouve que c'est formidable de dire ça. Et j'essaie de leur répondre, on essaie de leur répondre. Nous, ce qui nous guide, c'est vous d'abord. Vous être utile. On ne fait pas une étude, on ne fait pas une enquête, on essaie d'appliquer la méthode de la génétique à vous. Donc l'utilité clinique. C'est Di Donai, qui est une grande professeure de génétique à Manchester, qui a un cours de génétique internationale qui commence par des choses relativement simples. Ça va peut-être vous choquer de vous prendre comme ça, mais elle dit, la génétique, pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça peut répondre à la question, what is the problem? What did it happen? What will it mean for our baby? What can we do? Will it happen again? Voilà, elle vous fait un truc un peu en exagérant le côté basique, mais c'est des questions très simples, mais vous pouvez faire un séminaire par question dans vos études de médecine humanité. Pourquoi ? Parce que ce test génétique recèle le diagnostic. Alors là, on est dans un contexte relativement simple. Je parlais de numération en formule sanguine, c'est pas très différent en fait. Un test génomique pour avoir un diagnostic,
vous faites une numération pour savoir si c'est une anémie fériprive ou pas fériprive. Bon, ouais, et alors la génétique? Oui, mais déjà vous allez commencer à faire des tests chez les personnes qui sont pas malades. Ah, là, on est dans le pré-symptomatique, on est dans le risque relatif. Ou dans une famille où il y a quelqu'un qui est malade. Je vous ai parlé de cancer du sein, mais ça peut être une démence de Huntington, ou ça peut être une ataxie spinocérébelleuse. Donc, vous êtes d'une famille où il y a un risque particulier, c'est ce petit diagramme, l'enfant de, on vous fait un test, mais vous savez, vous, la maladie à laquelle on fait référence, c'est celle que votre malheureuse maman a, par exemple. Un Parkinson familial ou un Alzheimer familial. D'accord? Donc, vous voyez que on a changé un peu de perspective. Je vous ai parlé de conductrices. Là, vous faites des tests à des personnes pour savoir quel est le risque, non pas chez elles, mais pour leurs enfants. Autre perspective. Vous faites un test pendant une grossesse. Il y a un signe d'appel. Une maman attend un bébé, vous faites à l'échographie, il y a une nuque épaisse, et je ne sais pas, une cardiopathie. Vous faites un exome prénatal. Ouh là là, un exome prénatal, je vous ai dit, 22 180 gènes, 20 000 variants. Si on rend le résultat de tous les variants de signification inconnus, je ne connais pas un couple qui n'arrête pas la grossesse. Hein. Mais c'est la vraie vie. Donc on rend des trucs à géométrie variable, je ne vous raconte pas d'histoire, on rend un truc qui correspond aux symptômes. La réponse est délicate. On dit, bon, si pour les maladies connues, avec gènes connus qui donnent cardiopathie, nuque épaisse, on a ça. Et là, il n'y a pas. Et les gens disent, mais vous avez regardé là, on a regardé des trucs très sévères qu'on connaît, mais on s'arrête là, parce que sinon, c'est la machine à perdre. On va forcément trouver quelque chose. Puisque nous-mêmes, nous les avons, Jim, il ne serait pas là. Donc, voilà ce que ça. Et puis, on arrive à ce qui va maintenant se faire, les Britanniques qui sont géniaux, mais quand même toujours un petit peu dans la transgression, c'est quand même des vedettes, hein, sont en train de faire un programme de dépistage néonatal. Vous savez, c'est le dépistage de tous les enfants. Il n'y a peut-être pas qui sont encore mamans parmi vous, mesdames, mais toutes les mamans savent qu'en France, on prend une petite goutte du sang au talon des enfants pour dépister 5, puis maintenant 13 maladies génétiques, rapidement, par test non génétique d'ailleurs. C'est des tests sur les protéines, les enzymes ou des dérivés, des métabolites ou des hormones. Ça a été étendu récemment, vous avez peut-être entendu les biotiques à 13 maladies. Les Anglais, eux, et en avant, ils vont faire ça avec le génome. Donc, goutte de sang, génome complet à la naissance. Génial, j'aurai ma carte, j'aurai ma clé. Pas celle-là, mais j'aurai ma clé comme ça, avec mon génome. Donc, c'est super, on va dépister pas 1, 10, 12, 13, mais ce qu'on voudra dépister. Et là, on va ajuster le tir. Et puis ensuite, l'enfant revient à 5 ans avec, je ne sais pas quoi, une pathologie rénale. J'ai mon génome, ce n'est pas la peine de le refaire. Vous voyez le truc? Donc c'est assez disruptif, comme on dit maintenant. Bref, jusqu'au dépistage des hétérozygotes dans la population, c'est-à-dire de dire quel est le risque d'un couple d'avoir un enfant qui a une mucoviscidose, une chose très basique. Il nous faut un couple qui n'a pas d'antécédents dans sa famille. Donc le champ de ces tests est immense, en fait. Il est absolument immense. Et rappelez-vous qu'à chaque fois, la mesure, le calibre du test, un gène, quelques gènes, un exome, un génome, va vous donner une interprétation rapide, simple et relativement fiable, mais qui va devenir complexe dès qu'on étend la mire. C'est tout simple. Et évidemment, pendant ce temps-là, il y a un marché. Hein, la génétique, c'est aussi un marché privé avec Direct to Consumer, DTC, avec des boîtes qui vous disent « Envoyez-moi votre ADN et pour 400 $, je vous dis si vous avez les yeux bleus. » C'est un peu moins cher de regarder dans la glace, mais enfin bon, c'est exactement ça. Alors ça, tout le monde rigole, et c'est vrai que c'est rigolo. C'est un petit peu... C'est pas moins rigolo, mais il y avait le séminaire sur génétique et sur médecine et le patient. Le patient a-t-il une origine? Le patient a-t-il une origine? Beaucoup de gens envoient ça pour savoir leurs origines. Et on leur répond sur un camembert de pourcentage. Vous êtes 50% anglo-saxon, 10% celte, je ne sais pas quoi, 15% portugais. Mais c'est vrai. Hein. Et alors ça, c'est un peu récréatif. Et entre nous, ne le répétez pas trop fort, je pense que ce n'est pas complètement faux. Je pense même que c'est assez vrai. Mais ce n'est pas très grave. Mais sur le même test,
il vous donne aussi mucoviscidose, pas mucoviscidose, hétérozygote. Si on n'a pas expliqué qu'on vous balance, vous êtes en fait hétérozygote pour 4 maladies récessives, et en fait, c'est beaucoup plus en général. Oula, mais j'avais pas demandé ça, moi. Attendez, pour Noël, j'avais demandé les origines. Mais attends, ils se le font en cadeau de Noël, sur le sapin. Mais je plaisante pas. Il y en a même qui gratouillent la joue de leur mari ou de leur épouse et qui envoient sans le consentement. Ça c'est vu. Bref, jusqu'à des trucs médicaux lourds, présymptomatiques, mutation de P53, mutation de BRCA1, à 2 pas d'ici, Institut Curie. Des collègues de Curie ont reçu un monsieur un peu plus que votre âge, 30-35, qui avait fait un test comme ça, DTC. On lui avait annoncé 2 mutations dans des oncogènes, P53 et je ne sais plus lequel. Le gars, moi je me tire une balle, quoi. Donc il vient à Curie avec ce résultat, non académique, il avait payé pour ça en plus. Et on commence, colonoscopie, IRM, biopsie, etc. Rien. Le mec dit, bon, je suis mort et je ne sais pas encore de quoi. Et à ce moment-là, les collègues de Curie disent, bon, on va quand même demander aux généticiens de Curie de regarder un peu mieux, etc. C'était faux. C'était juste faux. Ils ne l'avaient pas, la mutation. Vous voyez le truc, quand même? Donc, tout d'un coup, qu'est-ce que c'est que ce machin, quoi? Il y a des gens qui ont fait un test, ils ont envoyé à une dizaine de boîtes de l'ADN de chiens, juste pour voir si les gars rendaient un résultat. Il y en a 3-4, honnêtement, qui ont dit, écoutez, on ne sait pas ce que vous nous avez envoyé, il faut renvoyer, on ne sait pas séquencer ça, sans détecter que c'était un chien. Mais quand même, on dit, on ne peut pas le faire, le test. Et il y en a quand même qui ont répondu des résultats en disant, vous êtes un peu celte, un peu... Bon, ok. Bon, c'était un chien, etc. Et puis, donc on est en train d'aboutir à la dernière, ou avant-dernière, c'est l'acceptabilité. C'est-à-dire qu'il y a eu l'utilité clinique, de dire on est utile aux gens et on ne commence pas à trop dériver, et on est acceptable, c'est-à-dire qu'on rend des résultats accompagnés, et on arrive dans des métiers, et je vais un peu vite, voilà. Ça, j'ai pris volontairement une diapo, c'est le bilan des personnels d'un centre de référence maladie génétique sur les anomalies de développement, dans le plan maladie rare. Donc c'est vraiment, c'est du vrai. Et vous voyez que dans leur feuille de route d'emploi, pour un truc de génétique, ils ont mis les nouveaux métiers. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas tout mis, mais je vous ai mis des vrais nouveaux métiers que vous allez rencontrer et qui sont des métiers formidables. Pas autant que le vôtre, mais conseiller en génétique. C'est des gens extraordinaires qui ne vont pas faire médecine 7 ans plus très lourd, etc., qui vont aller directement à la génétique à partir de quoi? D'un master de sciences, d'une thèse de sciences, parfois des métiers infirmiers, sages-femmes, reconvertis à la génétique, et qui vont être les porte-parole de ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui, et que vous avez tout compris, c'est une génétique humaine qui va, au sens humaniste, qui va voir les gens, leur parler, les prendre pour des personnes et pas des individus, et leur expliquer tout ça. Que séquencer, c'est facile, interpréter, c'est dur. Les conseillers en génétique, des psychologues spécialisés là-dedans, on en a quelques-uns en consultation, c'est très rare, les financements sont très exceptionnels, et pourtant, c'est des consultations terribles où il se dit des choses, il se voit des choses, il se passe des choses qu'il faut qu'une autre oreille et une autre dialogue, repère et traite. On a l'impression, dans le dialogue de la génétique, qu'on met des ventres on opère et on ne ferme pas. Vous voyez ce que je veux dire? On révèle des trucs et au revoir. Débrouillez-vous avec ça. Il faut qu'il y ait un relais par des personnes qui sont notamment psychologues. Il y a des infirmiers spécialisés en génétique. Ça commence à arriver dans la recherche clinique, notamment, dans les prélèvements, dans le consentement. Le consentement, c'est tout un truc. C'est pas le professeur Didier qui va me démentir avec le comité d'éthique. Le consentement, je vais vous faire un aveu, moi les consentements, je les fais signer en 2 minutes. Mais j'ai honte, mais c'est la vérité. Alors parfois un peu plus, j'explique un petit peu. Bon là vous pouvez dire non, mais si vous êtes là, vous n'allez pas dire non. Est-ce que la personne a vraiment consenti quand on dit ça? C'est une caricature de vous venez jeudi en consultation avec moi, je vous le fais 3 fois. On n'a pas le temps. Donc il y a des infirmiers qui, eux, sont intéressés par ça, ont bien interprété. On dit, écoutez, monsieur Untel va vous prélever
et il va vous administrer le consentement. Et là, c'est des gens qui le font super professionnellement. Je ne dis pas qu'il faut que tous les infirmiers fassent ça, il faut qu'il y en ait en réa aussi, mais c'est ce métier d'infirmier de recherche, dans des instituts où on peut se permettre d'avoir 1 ou 2 emplois comme ça, c'est absolument passionnant. Neuropsychologue, c'est un peu comme les psychologues. J'ai mis les assistants de prescription, c'est des conseillers en génétique qui sont un peu spécialisés dans la génomique. Et puis il y a 2 métiers que sur lesquels j'ai beaucoup insisté, c'est toute la bioinformatique, tous les matheux, tous les statisticiens qui vont se pencher sur la génétique. Et là, il y a vraiment, que ce soit en recherche ou en pratique, pour interpréter mieux, pour développer des outils. Et puis enfin, évidemment, quand on dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas de pénétrance et quel est suspect habituel, c'est les effets somatiques, les effets de transmission, etc. Une nouvelle science génomique. Donc il y a aussi de la place pour vous, médecins-chercheurs, de dire je vais m'intéresser à ça. La messe n'est pas dite, c'est pas terminé, ça commence. Il y a une nouvelle science de génomiciste qui commence. Et donc c'est vraiment des terrains très intéressants, de stage certainement, mais de carrière aussi, de carrière de recherche. On parlait de la pénétrance avec les survivants, il y a une recherche magnifique à dérouler là-dessus. J'en ai terminé.